Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue. Il est possible de doubler, voire tripler la production de riz à Madagascar en utilisant la méthode du riz hybride, a déclaré le président Haj Rasoul lors de sa visite au Hunan. C'est ce qui fait de la Chine le premier producteur de riz hybride au niveau mondial. L'un des sujets de discussion entre le président chinois Xi Jinping et le président Haj Rasoul lors du FOCAC est de trouver un partenariat sérieux et à long terme qui permettra à Madagascar d'entrer dans la transformation agricole grâce à la technologie du riz hybride. Le gouvernement malgache va coopérer avec la société chinoise OneSeed à Hunan pour promouvoir la culture de ce genre de riz et produire des semences à Madagascar. Sur les images de Nzar Ranjiansu. Grâce à l'utilisation du riz hybride, la Chine a réussi à changer son histoire. Parce qu'elle est parvenue à l'autosuffisance alimentaire, même si elle est le pays le plus peuplé du monde. C'est également aujourd'hui le plus grand exportateur de riz au monde. Yuan Longpin, un agronome et académicien chinois, a créé le riz hybride. Il a enseigné et fait ses recherches à Hunan. Ce chercheur a commencé ses recherches en 1964. Cela a coïncidé principalement avec les temps difficiles que traversait la Chine. Au cours des années 1950 et 1960, de nombreux Chinois ont connu de graves pénuries alimentaires. Après 10 expériences consécutives, Yuan Longpin a trouvé un moyen efficace de produire du riz hybride qui a été cultivé sur de vastes étendues dans toute la Chine. Lors de la visite de la délégation malgache en Chine, après sa participation au FOCAC 2024, le président Haj Rasoul s'est rendu à Hunan pour voir le laboratoire de recherche sur le riz hybride. Il s'est rendu dans les rizières pour constater la mise en œuvre de cette culture. Selon le président Haj Rasoul, la priorité du gouvernement malgache sera la mutation agricole et la large diffusion de la technologie du riz hybride. En effet, nous avons une grande superficie, soit 1 600 000 hectares, susceptibles d'accueillir l'utilisation de semences sélectionnées et de technologies pour doubler, voire tripler le rendement du riz dans tout Madagascar pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, la production de riz hybride aura également un impact direct sur l'amélioration du niveau de vie des agriculteurs et surtout, la balance commerciale affectera l'économie nationale et stabilisera le pays. Nous pouvons économiser 250 millions de dollars par an en important du riz lorsque nous le produisons localement. La Chine, qui a obtenu des résultats tangibles dans la culture de ce riz Safiuch, guidera, partagera son expérience et encouragera Madagascar dans ses efforts pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. L'avancement de cette technologie du riz Safiuch est donc urgent. C'est aussi la raison pour laquelle le secrétaire d'État en charge de l'autosuffisance alimentaire a été nommé à la présidence de la République. Lors de la visite de la délégation au Hunan, le président Haj Rasoul a visité les rizières de riz hybride à OneSeed à Lukushansa, appartenant à la famille Longpin. Il est à noter que ce type de riz Safiuch a été conçu pour pouvoir résister aux maladies qui affectent l'agriculture, à la grêle, à la pluie ou encore aux inondations. Après cette visite aux rizières Longpin, il y a eu la signature d'un accord de coopération entre OneSeed Company et le gouvernement malgache à travers le secrétariat d'État pour la promotion de la culture du riz hybride à Madagascar et un accord concernant le projet de production sur place de la semence du riz Safiuch à Madagascar. Le président Haj Rasoul a annoncé que la promotion de la culture du riz hybride à Madagascar débutera à Betsput Kamurdav. Et parmi les visites du président de la République Haj Rasoul et sa délégation au Hunan en Chine figure celle de la société chinoise Sany, spécialisée dans la production d'outils pour la réparation de véhicules. Cette entreprise chinoise souhaite collaborer avec Madagascar, un projet qui peut contribuer au développement économique et social du pays, notamment dans le domaine de la construction routière, qui est la voie du développement.
Toujours un reportage de Miravoulat Feren et Donza Ranjiansu. Cette visite au siège de la société Sany, à Hunan, est encore au stade de discussion et d'échange. Il a été possible de constater la croissance de cette entreprise leader en Chine. Il est toujours nécessaire de trouver des partenaires capables de collaborer pour mettre en œuvre les 3 piliers définis dans la politique générale de l'État. C'est aussi une visite stratégique, car cette visite du président Ange Razouene à la société Sany pourrait déterminer un bel avenir pour l'économie malgache. Cette entreprise est le plus grand fabricant de ces gros équipements en Chine et le 2e au monde après Caterpillar. Il se spécialise dans la fabrication d'équipements pour construire différentes infrastructures, d'équipements miniers, d'équipements de béton et de différentes infrastructures énergétiques. La possibilité que la société Sany vienne à Madagascar apportera des bénéfices à Madagascar car elle permettra de créer des milliers d'emplois, de partager des compétences et des formations pour les jeunes et les ingénieurs malgaches, de promouvoir le secteur industriel, d'ouvrir Madagascar sur la technologie et l'innovation et de favoriser l'essor du secteur industriel. Les discussions se poursuivront pour préparer et établir les éventuelles modalités de coopération dans ce projet stratégique qui pourrait apporter des changements à Madagascar. Toujours en économie, les influenceurs venant de Dubaï qui ont visité Madagascar la semaine dernière ont déclaré que c'est le bon moment actuellement d'investir dans le pays. Madagascar est un pays qui regorge de diverses ressources naturelles et a de fortes potentialités économiques, ont-ils souligné. Fadjasena Mireille, Yves Janel. De nombreux secteurs sont encore ouverts aux investissements à Madagascar. Concernant le domaine du tourisme particulièrement, les influenceurs et journalistes de Dubaï qui sont venus visiter l'île la semaine dernière ont reconnu la beauté de notre pays. Madagascar est très beau. Je viens d'Érythrée, au nord-est de l'Afrique. Pour moi, la première fois que je suis arrivée à Madagascar depuis Dubaï était un meilleur moment. Pendant mon séjour ici, j'ai visité le parc national, j'ai vu la beauté de la mer et de la plage. Nous avons vu beaucoup d'animaux sauvages et également diverses autres choses. Selon eux, c'est le meilleur moment d'investir dans le pays. Je pense que cet endroit a beaucoup de potentiel. Dans les 15 prochaines années, il va beaucoup se développer. Notre dernière expérience a été très bonne. Nous avons mangé la meilleure nourriture, comme des fruits de mer frais. Si vous souhaitez faire des affaires à Madagascar, c'est le moment d'y investir. Voyager à Madagascar n'est pas décevant pour les touristes. C'est ma première fois dans ce beau pays appelé Madagascar. Il est sur ma liste de souhaits depuis longtemps et je peux honnêtement dire que je suis très intéressée par ce pays. J'ai tellement de merveilleux souvenirs à partager avec tout le monde, ma famille et mes amis. Les gens ici sont très sympathiques, j'aime vraiment ça. L'arrivée de la compagnie Emirates dans notre pays apportera de grands avantages pour le pays, tant sur le plan économique que social. 11 612 voitures sont entrées à Madagascar au cours des 9 premiers mois, selon les statistiques douanières. Le mois de juillet a connu le nombre le plus élevé, atteignant 1902, et la plupart proviennent de la Corée, selon les statistiques. Les détails. Plus de 1000 voitures entrent à Madagascar chaque mois depuis le mois de janvier à début septembre, selon les statistiques des douanes. 11 612 ont ainsi été importées au cours des 9 derniers mois, dont 3 445 camions. Par ailleurs, les voitures de marque coréenne ont été les plus importées car 4 700 sont entrées à Madagascar durant cette période, tandis que 1899 voitures seulement provenaient d'Europe. Concernant les voitures neuves et électriques, elles étaient au nombre de 222. Sur le marché de l'automobile, on constate que les voitures d'occasion sont les plus prisées en ce moment. La taxe sur l'importation des voitures d'occasion est également moins chère que celle des voitures neuves. Selon toujours les statistiques, le mois de juillet a enregistré le plus grand nombre de voitures importées, atteignant 1902, et le mois de juin, le plus bas avec 1002.
Ainsi, on peut estimer que la rentrée scolaire et le mauvais état des routes s'ajoutent au nombre toujours croissant des véhicules en circulation pour causer les embouteillages dans la capitale. En éducation, le taux de réussite nationale de l'examen officiel du baccalauréat 2024 a connu une baisse de 1,07% comparé à l'année dernière. Si le taux de réussite du baccalauréat était de 58,86 pour cette année, celui de 2023 a atteint 59,93%. Concernant ce taux de réussite nationale du baccalauréat 2024, la série S a enregistré le plus grand nombre d'élèves admis à Tuamasin. Si Tuamasin a obtenu le taux de réussite le plus élevé dans toute la grande île, avec 66,07% selon les statistiques émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un reportage de Natera Koutmaf. Le nombre d'élèves ayant obtenu le baccalauréat dans la série S ou scientifique à l'examen officiel du baccalauréat 2024 a connu une hausse considérable puisque 67,23% des 14 000 élèves inscrits l'ont obtenu, alors que le taux de réussite pour cette série l'année dernière n'était que 37,88%. Pour toutes les séries confondues, la province de Tuamasin a enregistré le taux de réussite au baccalauréat le plus élevé, soit 66,7% avec 22 015 étudiants admis sur les 33 323 inscrits. Touliar arrive en seconde position avec un taux de réussite de 63,1%, soit 17 276 étudiants admis sur les 27 416 inscrits. Mahazang arrive en troisième position avec un taux de réussite de 61,89%, soit 15 342 étudiants admis sur les 24 791 inscrits, tandis qu'Antananarive n'arrive qu'en quatrième position avec un taux de réussite de 66,31%. Ainsi, sur les 80 447 candidats inscrits, 45 297 ont obtenu leur baccalauréat. En cinquième position, Antsranan avec un taux de réussite de 55,20%. Et enfin, Fenaratsu a eu un taux de réussite de 53,31%. Pour revenir au taux de réussite pour chaque série, a obtenu le taux le plus fort de taux de réussite suivi de la série S avec un taux de réussite de 66,89%, puis la série L avec un taux de réussite de 66,83%. La série OSE a eu un taux de 65,78% et enfin la série D avec un taux de réussite de 64,28%. Les taux de réussite ont augmenté pour chaque série du baccalauréat 2024, à l'exception de ceux des séries L A1 et A2. Pour le baccalauréat technique, il a également eu une augmentation du taux de réussite avec 8 399 candidats ont été diplômés, soit un taux de réussite de 74,58% en 2024 contre 69,23% en 2023. D'une manière générale, il y a eu une baisse de 1,7% du taux de réussite national au baccalauréat. Et puis, les agents de santé de 14 régions de Madagascar ont reçu une formation sur l'utilisation d'une application dédiée afin de pouvoir tirer la sonnette d'alarme immédiatement face aux cas qui existent dans leur communauté. L'utilisation de cette application facilitera également la prise en charge des enfants et des femmes enceintes. Radramananzatouf, Kevin Ravuniarsan. Fidelis est un agent de santé dans la région d'Atsnanan, dans le Fuktan de Tulfuti, commune Indoudabe, à Tuamasin 2. Il fait partie de ceux qui ont reçu une formation sur l'utilisation d'une application dédiée face aux maladies récurrentes des enfants telles que la grippe, les toux et la diarrhée. Il s'occupe également des femmes enceintes. Grâce à cette technologie, les agents ne feront pas d'erreur sur les médicaments à prescrire selon les explications. Grâce à cette application, les agents de santé peuvent également signaler directement les cas dans leur communauté. L'utilisation de ce programme appelé ComCare est un projet du ministère de la Santé publique et de l'USAID Access, et les agents de santé ont reçu une formation préalable. Cette application est actuellement utilisée dans de nombreuses régions de l'île et les agents de santé maîtrisent totalement l'utilisation. Outre l'introduction de la technologie dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé publique et l'USAID Access ont également collaboré à de nombreux projets visant à promouvoir la santé au niveau local.
En sport, le 14 septembre aura lieu la 5e édition de l'événement sportif Combat Extrême Choc des Titans au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn. Une compétition à laquelle participeront des combattants internationaux, mais aussi des combattants malgaches de renom. Le but étant d'améliorer les compétences des combattants malgaches dans cette discipline. Ubrasam Manan Khadramanatatouf. Plus de 20 combats seront au programme lors de l'événement sportif Combat Extrême Choc des Titans, 5e édition ce samedi 14 septembre. Cette compétition qui se tiendra au Palais des Sports et de la Culture de Mahamasn. L'une des particularités de cette édition est la participation de combattants de renommée mondiale, comme ceux de La Réunion, de Maurice et de Mayotte, mais aussi des combattants malgaches illustrés. Des prix seront décernés aux gagnants dans chaque catégorie, le low kick, K1 et la boxe anglaise. La Fédération malgache de kickboxing et de boxe anglaise travaillent ensemble pour mener à bien cet événement. Le but de ce combat extrême étant d'améliorer le niveau technique des combattants malgaches et les billets seront en vente à partir de ce mercredi 11 septembre. Billets simples, 5 000 arrières, réservation 20 000 arrières. Le premier combat pour la journée du 14 septembre débutera vers 14 h. Et dans les actualités internationales, le premier débat entre le candidat républicain Donald Trump et sa rivale, la démocrate Kamala Harris, est organisé le 10 septembre par la chaîne ABC à Philadelphie. La séquence s'annonce décisive, tant les deux candidats sont au coude à coude dans les intentions de vote. Deux orateurs au style diamétralement opposé. France 24. D'un côté, Donald Trump et son habituelle mise en scène grandiloquente face à ses partisans hier dans le Wisconsin. De l'autre, Kamala Harris et sa campagne de proximité face à des supporters émus dans cette épicerie de Pennsylvanie. Deux stratégies diamétralement opposées, mais pour les deux candidats, une seule et même préoccupation, le débat de mardi soir. Vous aviez vu le débat contre Joe Biden? Eh bien, vous allez voir cette fois encore. Qui va regarder? J'ai enfin réussi à m'extraire de la préparation du débat pour venir chercher ces épices. C'est le meilleur moment de ma journée de travail. La candidate a l'habitude des face-à-face, confrontée à l'exercice du débat depuis 20 ans lors de son élection au poste de procureur ou de sénatrice. Capable de remettre en place le vice-président Mike Pence lors de la campagne de 2020. Monsieur le vice-président, je parle. Je parle. Mais Donald Trump est un adversaire redoutable. Alors la candidate a embauché ce conseiller pour jouer le rôle du milliardaire lors de simulations grandeur nature. Il avait déjà préparé Hillary Clinton en 2016, ce qui lui avait permis de dominer les débats, mais pas de gagner l'élection. Donald Trump a lui aussi recruté une doublure chargée d'incarner sa rivale, Tulsi Gabbard, ancienne élue démocrate ralliée à sa cause, restée célèbre pour avoir lors de la primaire de 2019 mis en difficulté l'actuelle vice-présidente. Elle a mis 1500 personnes en prison pour avoir fumé de la marijuana. Puis on a plaisanté quand on lui a demandé si elle en avait déjà fumé. Lui devra maîtriser ses nerfs et donner l'impression de reprendre la main. Elle devra sembler rassurante et présidentielle. Elle fait une bonne campagne, mais beaucoup d'Américains n'arrivent pas encore à la cerner. Alors pour elle, c'est autant un entretien d'embauche face à des millions de personnes qu'un face-à-face avec l'ancien président. Le débat aura lieu à Philadelphie, berceau de la démocratie américaine. Il reste au candidat 48 heures pour être fin prêt. Le président letton a affirmé dimanche qu'un drone militaire russe s'était écrasé sur son territoire et que les violations du territoire de l'OTAN se sont multipliées le long de sa frontière orientale. France 24. Ils peuvent frapper sur de très longues distances pour un maximum de dégâts. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'utilisation des drones militaires s'est multipliée de part et d'autre de la ligne de front. Mais ces drones s'approchent, voire pénètrent dans l'espace aérien de pays membres de l'OTAN. Des ex-territoires de l'Union soviétique, à l'instar de la Lettonie. Ce dimanche, un drone russe s'est écrasé près de Rezekne, une ville de 30 000 habitants, selon le président letton. Il s'agit d'un incident grave qui nous rappelle une fois de plus de quoi sont capables nos voisins et à quel point nous devons renforcer nos capacités militaires. Cela confirme désormais que la défense aérienne lettonne doit être consolidée. C'est ce que nous faisons. Selon les autorités militaires, le drone a survolé l'espace aérien letton depuis le territoire de la Biélorussie. L'incident est loin d'être isolé. La Roumanie a condamné le survol de son territoire par un drone russe. Tout comme la Pologne, qui a enregistré ces derniers mois 2 cas de violation de son espace aérien par des drones ou des missiles russes.
Les bombardements en Ukraine, très proches de la frontière polonaise, inquiètent aussi, comme ici, à Lviv. Afin de protéger leur territoire, certains pays de l'OTAN réclament le droit de les abattre préventivement dans le ciel ukrainien. Je suis personnellement d'avis que lorsque des missiles hostiles sont sur le point de pénétrer dans notre espace aérien, il serait légitime de se défendre en amont, parce qu'une fois qu'ils ont pénétré dans notre espace aérien, le risque que des débris blessent quelqu'un devient important. Kiev est favorable à de telles opérations. Mais même si le nombre d'incidents a augmenté ces derniers mois, l'OTAN refuse un tel scénario par crainte d'une escalade militaire. Paris clôt dimanche soir un été olympique historique avec une ultime fête aux sonorités électro au Stade de France pour mettre fin aux Jeux paralympiques. France 24. Un bouquet final multicolore au-dessus du Stade de France, marquant le terme d'un été olympique. Le drapeau paralympique a été transmis à Los Angeles, qui accueille dans 4 ans les prochains Jeux d'été. Les 4400 para-athlètes qui ont émerveillé le public pendant 12 jours se sont réunis une dernière fois. Une ultime fête aux sonorités électro, avec pas moins de 24 DJ. C'était extraordinaire, super sympa, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit de l'électro. Et on a vu défiler tous les DJ qu'on voit en club quand on sort et tout, donc super, vraiment génial. Ah oui, c'était super, on est ravis. C'était incroyable, bien sûr qu'on est triste que ce soit la fin, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est que l'esprit des Jeux continue, en tout cas, même si les Jeux sont terminés. Dès qu'on croise quelqu'un, il nous sourit, donc je voudrais que ça reste comme ça toute la vie, moi. Du stade éphémère au pied de la Tour Eiffel au Grand Palais, les sites olympiques parisiens ont souvent autant marqué que les moments de sport. JO et para confondus, plus de 12 millions de billets ont été vendus, dont 2,5 pour les Jeux paralympiques. La France se classe 8e du tableau avec 75 médailles. Samedi, les Bleus ont décroché l'or en cécifoot en battant l'Argentine devant un public conquis. Autre moment fort, la médaille d'or d'Aurélie Aubert en boccia, la pétanque des Paralympiques, une discipline jusqu'ici peu connue du grand public. Mais les larmes de joie de la Normande ont profondément ému les supporters qui lui ont réservé au Club France l'accueil de championne qu'elle méritait. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour une soirée frisson avec le film The Deliverance. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.